Eh bien, merci d'être venus aussi nombreux. Ça me fait plaisir de vous revoir après tout un mois d'absence. Déjà l'année dernière, Alexandre Ménic, que certaines et certains d'entre vous connaissent, puisqu'il a créé un événement qui dure déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle la Lyre émigrée, et certains d'entre vous ont eu l'occasion d'avoir leurs poèmes publiés dans sa revue annuelle, avec une traduction en langue russe. Donc déjà l'année dernière, Alexandre Ménic m'avait demandé de présenter un poète renommé, qui était Eugène Rein. Et cette année-ci, il m'a demandé de vous présenter Yuri Mikhailovich Kublanovsky, donc, qui est à ma droite, et à côté de lui, son épouse, qui parle parfaitement le français et qui va donc traduire. Et qui s'appelle Natalia. Natalia, voilà, Natalia. L'année passée, je vous ai fait une courte introduction sur la poésie russe du XXe siècle. Je suppose qu'en un an, vous avez tout oublié, donc je vais vous faire un tout petit rappel pour que vous puissiez situer le poète. Puisque en Russie, finalement, beaucoup de poètes sont en lien avec les événements politiques, historiques, qui se passent dans leur pays. Donc, je vais remonter simplement à la mort de Staline en 1953 pour vous dire que on constatera un dégel dans tous les domaines, et le domaine littéraire en particulier, et l'émergence de poètes qu'on dit parlant vrai, par rapport à ceux qui parlaient selon les directives du Parti communiste auparavant. Des groupes poétiques et littéraires non officiels s'organisent dans des appartements et des clubs. Un poète russe, Vladimir Gubailovski, a écrit un article qui donne les caractéristiques des nouvelles tendances en poésie. D'abord, la continuité avec l'âge d'argent. L'âge d'argent en poésie russe, c'était la poésie avant, pendant et juste après les deux révolutions russes du XXe siècle. Donc, continuité avec l'âge d'argent, alors que la poésie soviétique voulait marquer une rupture totale avec le passé. Deuxièmement, désir de poser des questions insolubles, alors que pour le marxisme et léninisme, toutes les réponses étaient données par la doctrine. Orientation vers des sujets tabous, en troisième lieu. La mort, bien sûr, le désespoir existentiel, qui n'était pas toléré, la sexualité et tant d'autres. La complexité du langage aussi. Auparavant, la poésie soviétique était censée être compréhensible pour tout le monde, par le prolétariat pris dans son ensemble. Et puis aussi, une grande variété, alors dans l'écriture, dans une variété de groupes, de créativité, alors que la poésie soviétique était plutôt monolithique. Donc, ce mouvement-là. Et puis, il y a eu un durcissement, à nouveau, un rejet, si on peut dire, avec Khrouchtchev et surtout Brejnev. Et c'est à ce moment-là que le prix Nobel Joseph Brodsky a été arrêté pour, je cite, parasitisme social. Nous sommes, vous tous ici, vous, moi, nous sommes des parasites sociaux. Alors, les textes qui étaient interdits par la censure ont été diffusés par le samizdat, l'auto-édition. Nombreux d'entre vous, moi aussi, nous sommes des samizdat finalement, quand nous démarrons notre carrière de poète, ou bien tamizdat. Donc, samizdat, c'est publié au pays par soi-même, et tamizdat publié à l'étranger, hors des frontières de la Russie. Donc, des textes qui ont été sortis en fraude de la Russie. Et c'est bon. Alors, il y a un groupe qui a été créé en 1965, comme ça, donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, un groupe qui s'appelle Smog et qui regroupe entre autres Yuri Kublanovsky, donc déjà en 65, il était actif dans le domaine poétique.
Dans les années 70, de nombreux écrivains, de nombreux poètes sont obligés d'émigrer, précisément parce qu'il y a un durcissement de la politique et ils se dirigent soit vers New York, soit vers Paris, soit vers Munich, où il y a des revues littéraires nombreuses qui sont éditées et dans lesquelles ils sont publiés. Alors, à la fin de l'ère brejnevienne, la poésie rock prend le relais des bardes. Vous savez qu'auparavant, il y avait beaucoup de chanteurs, des poètes qui faisaient venir des foules dans des stades de foot pour se faire entendre. Et hier, j'étais à une séance de présentation en langue russe au Centre culturel et scientifique de Russie, et j'ai bien aimé une remarque qui a été faite, parce que bon, quand on voit ça de loin, des gens qui viennent en masse pour écouter un barde, un poète qui chante et qui parle, on pourrait penser le peuple russe est un peuple qui est fou de poésie. Et hier, il a été bien précisé que le peuple russe, à ce moment-là, était surtout fou de liberté et d'entendre parler de liberté, peut-être un petit peu plus que de poésie, mais bon, voilà. La poésie rock, un petit peu comme chez nous finalement, prend la relève des bardes, des nouveaux courants se développent, des groupes émergent, une nouvelle vague poétique, etc. Avec la glasnost, vous comprenez le mot, hein, la littérature non officielle acquiert enfin droit de citer, mais bientôt, la crise économique aidant, c'est la censure économique qui se substitue à la censure politique. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est la notion de rentabilité qui prime sur toutes les autres notions, que ce soit qualité, que ce soit message, que ce soit n'importe quoi. Et donc, progressivement, la poésie passe au second plan. De petits éditeurs enthousiastes maintiennent le flambeau. Natalia est éditrice. Et c'est aussi la période des grandes anthologies qui reprennent des grands poètes des années précédentes, dont Yuri Kublanovsky fait partie. Et bien sûr, Internet joue un rôle majeur en offrant de nombreux sites. Et je vous invite peut-être un jour, par curiosité, d'aller voir le site La Lyre émigrée d'Alexandre Melnik, qui est quelque chose de... Bon, c'est en russe, hein, bien entendu, mais en cliquant bien, en cherchant bien, vous allez pouvoir trouver des traductions de nos poètes dont l'origine en français figure sur son site. Donc, Internet joue un rôle extrêmement important, peut-être plus important, parce que c'est un grand pays, que les communications sont moins évidentes que chez nous. Donc voilà. Ça, c'est un petit regard sur la poésie russe de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, notre invité, Yuri Mikhailovich Kublanovsky, est un poète, un essayiste, un critique, un historien d'art, et il est connu pour son passé de dissident. Il naît le 30 avril 1947 dans la ville de Rybinsk, qui est sur la Volga, assez bien au nord, je crois, de la Volga, dans une famille d'un acteur et d'un professeur de littérature russe. Son grand-père, un prêtre, retenez le détail, a été fusillé en 1930, et quoique ses parents aient été communistes, il a été baptisé. Il adorait la peinture, il a envisagé de se diriger dans cette carrière-là, et puis finalement il a changé d'avis et il a opté pour la poésie qu'il a commencé à écrire vers ses 14-15 ans. Il termine ses études à la faculté historique de l'Université nationale de Moscou et il commence à se faire connaître dans le groupe littéraire que je vous ai cité tout à l'heure, qui est Smog, qui est traduit en français. Ça donne sur les premières lettres de courage, idée, image, liberté. Ça vous donne une idée des intentions des poètes qui en font partie. Parallèlement à son activité d'écriture, il travaille comme gardien d'église et guide dans plusieurs musées russes, notamment sur les îles Solovki. Les îles Solovki, voilà, toi tu connais, c'est dans le Grand Nord, où il fait pratiquement tout le temps froid, et c'est un énorme camp de concentration à ciel ouvert,
puisque, étant donné le climat, il était impossible de s'en échapper. Il a travaillé là-bas, il a écrit toute une série de poèmes sur ce qu'il a vécu, ressenti là-bas, et peut-être que nous lui poserons quelques questions après sur cette expérience-là. Yuri Koblanovski ne fut jamais un poète officiel, il écrivait pour s'opposer aux valeurs soviétiques. Et il a été publié tout d'abord, non pas dans des revues soviétiques, mais aux États-Unis et en Europe. En 1982, il est forcé d'émigrer à Paris, où il devient membre d'un comité de rédaction et à l'origine de la section littéraire d'une revue du RCD, je crois. Non, Messager orthodoxe. Voilà. C'est durant ces années d'émigration qu'il fait un voyage aux États-Unis et qu'il rencontre les deux prix Nobel que sont Solzhenitsyn et Joseph Brodsky. Donc un prosateur, deux grands poètes. Et c'est Joseph Brodsky qui a dit à propos de Yuri Koblanovski qu'il possède le vocabulaire russe le plus riche après Pasternak. Pasternak, tout le monde connaît. Il revient en Russie en 1990, où il réside actuellement et travaille pour la revue Novy Mir. Novy Mir est une revue que moi je connais du temps où j'étais petite, parce que mon père l'achetait de temps en temps. C'est vous dire qu'elle a une grande histoire. Je crois que ça a été créé en 1932, quelque chose comme ça. Donc d'abord en tant que responsable chef de rubrique sur des thèmes politiques et sociaux, de 1995 à 2000, et puis à partir de 2000, il est responsable de la rubrique Poésie. Il a publié 19 livres, 19 recueils, dont le premier en 1981 et le dernier en 2012, à Paris, Moscou, New York, Saint-Pétersbourg, Irkoutsk et peut-être d'autres lieux. Il a reçu 3 prix littéraires prestigieux, les 3 principaux prix littéraires russes, qui sont le prix Solzhenitsyn, le prix Mandelstam et le prix Pouchkine. Alors, je ne sais pas comment on avance dans le temps, mais je vais peut-être passer directement à des lectures de textes, parce que j'ai préparé beaucoup de choses, et puis je me suis rendu compte, après la soirée à laquelle j'ai participé hier, que Yuri Koblanovski avait des réponses intéressantes. Et donc, je voudrais nous laisser un petit peu de temps. D'abord, moi, lui poser des questions pour vous ouvrir, disons, son esprit, lui faire découvrir son esprit, d'une part, et de l'autre, entendre sa poésie, lui en russe et moi en français. Voilà.